Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Cécile Marcadet pour parler autour de son dernier roman, Le cabinet italien, édité chez L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet. Bonjour. Donc c'est la deuxième fois que je vous reçois. Je vous avais reçu il y a quelque temps. Vous m'aviez parlé de votre premier roman qui s'appelait Accord et Acri, chez L'Harmattan aussi. Là, que vous aviez écrit, je me souviens, pour un anniversaire. Oui, l'anniversaire de mon mari, oui. Alors celui-ci, quelle histoire il a ? Quelle histoire il a ? Au départ, j'avais pensé... J'ai pensé, mon beau-père voulait décéder et c'était un passionné collectionneur et je me suis dit, tiens, je vais écrire sa vie. Or, je suis incapable d'écrire une biographie sans m'étaler et inventer n'importe quoi. Donc finalement, le départ, c'était mon beau-père et en fait, j'ai écrit tout autre chose. Après, vous en avez fait votre roman. Voilà, c'est ça, mon histoire à moi. Alors, on est dans un milieu très particulier que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, le milieu des collectionneurs, des ventes aux enchères, Oui. des commissaires-priseurs. Oui. C'est un milieu qui se prête bien au roman ? Comment dire, je ne sais pas comment... C'est un milieu romanesque. C'est vrai qu'on rencontre des personnes, enfin dans votre roman, oui. haut en couleur quand même. Oui, parce que je l'ai voulu comme ça. Il y en a qui sont beaucoup moins typés, mais moi je voulais lui donner un petit peu de corps et lui donner une image un petit peu gothique peut-être, un peu extraordinaire, et voilà, tout en touchant un sujet tout à fait particulier et qui me tient un peu à cœur. Alors, je dirais qu'il y a un petit rappel par rapport à votre premier roman, même si on est dans des histoires complètement différentes. Il y a quand même un point commun à ces deux livres, c'est que vos deux personnages principaux, ce sont deux jeunes femmes dynamiques, brillantes. On a l'impression que c'est les deux mêmes. La Capucine de Accord et Acri a un peu le même profil que vous trouvez ? Que la Violette du cabinet italien. Peut-être que je ne vois les filles que comme ça, que ma propre fille, je lui donne aussi un tempérament très volontaire, très accrocheur, très, très dynamique, et voilà, ça doit être pour ça. Oui, peut-être que je pourrais changer. Ah non, si c'est inconscient, je veux dire, c'est peut-être complètement inconscient. C'est peut-être parce que voilà, c'est aussi peut-être un archétype de jeune femme qui vous plaît, enfin où il y a aussi de la matière à explorer, quoi. C'est vrai que ce sont des femmes qui ont du caractère, oui. Ce sont de fortes personnalités, donc propre aussi au roman. Parce que voilà, c'est des jeunes femmes comme ça, qui ne sont pas du tout lisses. Oui, c'est plus facile d'en faire des personnages de roman, peut-être. Oui. Parce que je ne voulais pas non plus tomber dans le mièvre. Et moi, une personne qui est lisse, qui est douce, qui est soumise, pour moi, ça peut pas être écrit. C'est comme la vie de tous les jours. On ne peut pas l'écrire, même si c'est la vie de tous les jours et qu'elle est sympa. Voilà, pour moi, c'est pas un roman. Oui, ça ne donne pas lieu à du roman, quoi. Non, pour moi, non. Et le deuxième point commun, que j'ai trouvé quand même, c'est que toutes les deux, on a l'impression qu'elles se révèlent ou qu'elles se réveillent également suite à un deuil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça m'est venu, dès Accord et Acri. Pourquoi ? Parce qu'avant, j'en parle pas.
Et c'est le fait d'une mort. J'ai besoin d'établir un lien avec la mort pour déterminer le tempérament de quelqu'un. Peut-être que c'est un rebond ou voilà. C'est vrai que parfois dans ces situations de souffrance, que les gens peuvent se révéler Voilà. sous un autre jour. Parfois, ça peut être une opportunité aussi de s'affranchir de quelque chose et enfin de prendre son envol aussi. Oui, et puis ça permet de se remettre un peu en question, de revoir un peu ces théories de base. Voilà. En plus, elles sont jeunes, donc elles sont un petit peu naïves la plupart du temps. Et voilà, c'est le point d'accroche qui leur permet de démarrer, de partir. Et à la fois, c'est curieux, vous dites qu'elles sont naïves parce qu'on ne le perçoit pas forcément à la lecture. Alors, Capucine, c'est peut-être un peu différent, mais là, Violette, certes, c'est très nouveau pour elle, la mort de son... Alors là, c'est la mort de son père, Oui. Mais Capucine, c'était aussi une femme qui avait beaucoup compté comme une mère, même si ça ne l'était pas. Oui. Donc des personnages comme ça importants de notre enfance, qui nous construisent. Oui. Et à la fois, c'est par leur départ qu'on a l'impression que ces personnes prennent enfin leur vie en main. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais elle ne fait pas très naïve, la Violette, là. Moi, quand je la vois avec le collectionneur, je trouve qu'elle en a... Oui, elle sait se défendre. Elle sait se défendre. Heureusement, parce que sinon... Oui, puis c'est un milieu d'hommes, quand même. Oui, c'est ça, c'est un milieu d'hommes. Et pourtant, la collection, c'est pas du tout un milieu d'hommes. Pas du tout. Il y a autant de collectionneuses que de collectionneurs. Et c'est pas particulier aux hommes. Aux non, hommes. Pas du tout. Je connais même une jeune femme qui est maintenant commissaire-priseur. Donc c'est pas réservé. C'est pas réservé aux hommes. Non. Mais c'est quand même majoritairement masculin. Peut-être que pour une femme, il est plus difficile de se faire une place. C'est pas aussi naturel, quoi. Non, elle est obligée de se battre. C'est ça qui fait qu'elle met de côté tout son affectif, ce côté qu'elle pourrait avoir d'un peu tendre, d'un peu aimable. Elle le met de côté parce qu'il faut qu'elle se batte. Et en se battant, elle arrive à trouver sa voie. Et voilà. C'est le troisième point commun, c'est que ce sont des jeunes femmes qui, une fois qu'elles ont trouvé leur place, je veux dire, elles foncent et elles ne s'embarrassent pas de tout ce qui est inutile, quoi. Oui, ça tient peut-être à mon caractère, ça. Alors, il y a un petit peu de vous dans chacune d'elles. Non, j'ai pas l'impression que j'ai pensé à moi quand j'ai écrit, mais effectivement, oui, on s'embarrasse pas de remords, de regrets. C'est pas deux pas en avant, un pas en arrière à chaque fois. Non, c'est une fois qu'on a décidé, on y va et on va jusqu'au bout. Oui, on les sent très déterminés, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et d'ailleurs, elle dit à un moment donné, elle rencontre une amie. Et en introspection, elle dit je suis triste, effectivement, la mort de son père est difficile, mais ça n'intéresse personne. Oui, c'est ça. Mon chagrin n'intéresse personne. Voilà, c'est ça. On ne parle pas des choses qui n'intéressent pas. Voilà, c'est ça. On les garde pour soi. Et ça permet de s'endurcir, de se construire et d'aller en avant. Et de ne pas rester statique. Je pense que voilà, mes personnages sont comme ça. Donc il y a un petit peu de vous dans je sais pas. Dans les personnages. J'ai pas voulu me projeter du tout, hein, pas du tout. Non, alors après là c'était plus voilà le fil que des fois on peut trouver d'un roman à un autre, alors que l'environnement, le contexte est complètement différent.
En tant que lecteur, des fois, on peut trouver un petit fil conducteur. Effectivement, on m'a déjà dit je te reconnais bien là. Le style est là, toujours. Le style est le même, mais par contre, l'environnement est très différent. Eh bien, pour cette première journée, on va en rester là pour aujourd'hui. On a encore toute la semaine à passer ensemble et puis on va aller un petit peu plus avant dans ce milieu que j'ai trouvé très intéressant et que vous semblez connaître. Donc je vous dis à demain. Cécile Marcadet, le cabinet italien. Violette est effondrée. Que s'est-il passé ? Elle en aura le cœur net. Son père est en effet très diminué, très fatigué. Très vite, elle renonce à leur longue promenade dans la vieille ville où chaque coin de rue était autrefois l'occasion d'une anecdote historique ou légendaire. Dès qu'il a fait 3 pas hors de la maison, il exprime le désir de rentrer. Finalement, après quelques jours dans la maison paternelle, les balades se transforment en de longs entretiens du père et de sa fille, bien calés dans le canapé aux accoudoirs usés, jamais restaurés. Il lui parle de son métier, lui en dévoile tous les arcanes, sans passer sous silence les petites mesquineries, les tricheries, les personnalités des collectionneurs, ceux qui vendent par nécessité, les successions. La mère de Violette n'intervient ni n'interfère dans ces longs monologues. Elle a auprès d'elle les 2 êtres qui lui sont le plus chers et leur connivence, qui ne s'est jamais démentie depuis la petite enfance de Violette, la réjouit et l'émeut. Elle sait aussi que ces moments ne seront pas éternels et que le temps leur est compté. Au fur et à mesure de ces conversations, Violette se demande si elle a fait le bon choix en s'orientant dans la même voie que son père. Elle n'éprouve pas son enthousiasme, bien que ce sentiment soit assez flou dans son esprit. Elle doit, quoi qu'il advienne, terminer ses études et passer son doctorat. Elle lui raconte son travail, ses recherches, ses atermoiements, Gaspard et ses certitudes. Il l'aide, par ses questions, à orienter son discours. Des jours entiers, l'un et l'autre s'organisent une vie à 2 autour d'un sujet, la charge du père. Violette s'aperçoit que son père commence à éprouver des difficultés à se concentrer. Son esprit s'échappe de plus en plus souvent. Son cœur se serre. Et n'y tenant plus, elle s'écrie un jour : « Mais papa, que se passe-t-il ? Que caches-tu ? Dis-le-moi, j'ai le droit de savoir. » Sur les joues de l'être aimé, des larmes perlent, silencieuses. Violette, bouleversée, s'approche et lui effleure la joue d'un baiser pour capter la tristesse infinie de son père. Elle lui caresse le visage avec tendresse, les yeux embués, la gorge nouée. Ils restent un long moment l'un près de l'autre dans un dialogue d'amour que seul le regard exprime. Enfin, son père brise le silence. « Je vais mourir, ma chérie. C'est une question de semaines, de jours peut-être. Ma maladie est incurable, mais j'ai demandé au docteur Lannes de m'aider à tenir le plus possible, pour profiter de ce laps de temps pour tout régler, pour ta mère, pour toi et aussi professionnellement. » Son regard se fait lointain, sa voix devient rauque. Il retient son chagrin de la voir si démunie, si malheureuse. « Il me reste à te présenter notre vieil ami, Jo Support. Tu verras, c'est un énergumène, mais il est à l'origine de mon métier et il est imputrescible. Ta mère m'a suggéré maintes fois de l'inviter, mais je voulais te dire tant de choses que j'ai reculé le moment le plus possible. » « Mais, papa, pourquoi ne nous as-tu rien dit, à maman et moi ? » ?»« À toi seulement. Ta mère le sait depuis quelque temps.
Le médecin le lui a dit. Violette est atterrée. Si elle avait su, elle aurait consigné toute leur conversation. Elle réalise que c'est une sorte de testament que son père lui a légué sous forme de dialogue. Cela la bouleverse et l'angoisse, car elle n'accepte pas l'idée de la disparition de son père. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.